C'est l'histoire d'un génie qui a révolutionné le monde des armes durant la révolution industrielle. Quand il crée une nouvelle arme, aussitôt, c'était une évidence pour ses contemporains et c'était un succès. L'histoire d'une alliance improbable entre un inventeur américain et une société belge. Browning a été véritablement sauvé par la région wallonne, par l'argent du contribuable. Quel rôle les armes Browning ont-elles joué durant la Première Guerre mondiale? Il se fait tuer par un jeune étudiant qui utilisait des pistolets semi-automatiques de Browning. Quels sont les modèles de la marque devenus des mythes auprès des chasseurs? C'est vraiment l'arme par excellence qu'on peut transmettre à ses enfants, qui peut passer de génération en génération. Comment expliquer le savoir-faire liégeois en matière d'armurerie et dans quelles circonstances la FN Herstal a-t-elle racheté Browning? Nous rachetons les actions qui sont cotées sur le marché américain sans tractation préalable. Voici la fabuleuse histoire d'une entreprise belge qui a su allier son expertise locale à celle d'un inventeur venu des États-Unis. Ogden, une petite ville de 80 000 habitants au nord de Salt Lake City aux États-Unis. C'est ici qu'est basé depuis 100 ans le célèbre fabricant d'armes américaines Browning, du nom de son fondateur. Une institution dans la région qui fait la fierté des habitués des centres de tir. À l'entrée du siège, un drapeau noir-jaune-rouge vient rappeler ce que beaucoup d'Américains ignorent. L'entreprise Browning est 100% belge. Le savoir-faire liégeois, il reste certainement un des savoir-faire les plus enviés. Browning a été véritablement sauvé par la région wallonne, par l'argent du contribuable. Pour comprendre l'histoire commune qui lie Browning à la Belgique, il faut se replonger au XIXe siècle. À l'époque, la Wallonie devient la deuxième puissance industrielle mondiale. Liège et sa région sont en plein essor. La ville de Liège est animée par un fleuve, la Meuse. Et c'est autour de ce fleuve que va se développer dans un premier temps le commerce et puis l'industrie liégeoise. Avec en amont la ville de Herstal, où va se développer la métallurgie et la mécanique de précision, la mécanique fine. On va aussi voir à cette époque l'industrie verrière qui va pas mal se développer. Évidemment, l'industrie sidérurgique qui a toujours été le moteur de croissance du bassin liégeois. Le royaume de Belgique est encore un jeune État. Sa nouvelle armée doit se doter de 150 000 fusils. Elle se tourne naturellement vers la région liégeoise, à la pointe dans l'industrie mécanique et l'armurerie. Durant tout le XIXe siècle, l'armurerie liégeoise prise dans sa globalité est le leader mondial au point de vue armes. Le leader mondial, c'est eux qui fabriquent le plus d'armes au monde, pour diverses raisons. Notamment le fait que la main-d'œuvre, les ouvriers sont excessivement qualifiés, mais aussi le travail est organisé de façon totalement différente des autres pays. En ce sens que dans les autres pays, on fabrique des armes de A à Z, c'est la même personne qui fabrique les armes de A à Z, tandis qu'à Liège, chacun est spécialisé dans la fabrication d'un morceau de l'arme. De l'autre côté de l'Atlantique, une autre puissance industrielle, l'Amérique, est en plein essor. C'est l'époque de la conquête de l'Ouest, symbolisée par la figure mythique Buffalo Bill. Son arme fétiche est la carabine Winchester. Le modèle a été conçu par un jeune inventeur, un certain John Moses Browning. John Moses Browning est un autodidacte. Il se fait un nom. Les gens viennent le voir, et notamment un des employés de la firme Winchester, qui rapporte cette carabine à son patron, à M. Bennett. Et c'est de là que naîtra l'association Winchester et Browning. John Moses Browning a grandi à Ogden, dans l'Utah, où s'est réfugiée sa famille qui a fui les persécutions religieuses contre les Mormons. Enfant, il se distingue déjà par son génie et son inventivité. Très vite, il comprend que l'école n'est pas faite pour lui. Ce qu'il préfère, lui, c'est passer le plus clair de son temps dans l'atelier de son père, où, à l'inverse, il fait preuve d'un esprit créatif. Dès son plus jeune âge, ce jeune garçon montre un grand intérêt pour les armes. Il passe le plus clair de son temps dans l'atelier d'armurerie de son père. En 3 mois, le jeune Browning en fabrique une vingtaine dans son petit atelier. Une fois produite,
elle s'écoule en une semaine à peine. Les carabines voyagent dans la région et le nom de Browning commence à se faire connaître. Ce bouche à oreille va aller jusqu'à Winchester par l'intermédiaire d'un employé de Winchester qui va acheter cette carabine et qui va la ramener à l'usine Winchester, la présenter à M. Bennett, qui est le patron de Winchester, et lequel M. Bennett va aussitôt décider de conclure un partenariat avec Browning pour la fabrication de cette carabine. À l'époque, Winchester est l'un des 4 principaux producteurs d'armes aux États-Unis. La société fait l'acquisition d'une vingtaine de brevets auprès de John Browning. Au même moment, en Europe, FN Herstal cherche de l'inspiration pour se développer. La FN est à la recherche de produits pour pouvoir remplir son cahier de charges. Alors, quels sont ces produits qu'il recherche? Il y a d'abord les véhicules, les motos et les voitures FN. C'est à ce moment-là qu'on commence à en fabriquer pour suppléer quelque peu la fabrication alors très déficiente des armes militaires sur le plan, en tout cas, de la quantité et du chiffre d'affaires. C'est dans ce contexte que le conseil d'administration de FN Herstal décide d'envoyer son directeur commercial aux États-Unis afin d'étudier les nouvelles techniques de production. Celui-ci se rend dans l'usine Colt. Il est aux États-Unis pour regarder comment sont fabriquées les bicyclettes sur place. Car on en faisait beaucoup déjà en Europe, mais elles étaient encore faites de façon artisanale. Il est à la recherche de nouvelles méthodes et il rencontre, un peu par hasard, mais la réputation aidant, il rencontre Browning. L'inventeur ne sait pas encore que cette rencontre scellera le destin de ses armes avec la FN Herstal. Entre les deux hommes, le courant passe bien. Le directeur FN, Art Oberg, détaille le savoir-faire liégeois en matière de fabrication d'armes. De son côté, Browning présente à son hôte le prototype de son premier pistolet semi-automatique. Art Oberg est fasciné par l'inventivité et le génie de Browning. Il s'engage à présenter ce prototype à sa direction belge. Quelques mois plus tard, John Moses Browning et la FN signent le contrat de production pour ce pistolet automatique. C'est le début d'une collaboration qui ne s'arrêtera jamais. Ce pistolet connaît rapidement un très grand succès en Europe. L'armée belge est une des premières à changer, à passer du revolver au pistolet automatique. Et le pistolet automatique de Browning exécuté par la FN est effectivement une arme très efficace, est une arme très fiable, est une arme qui n'est pas chère à produire. Pour John Browning, pas question de faire une pause après ce nouveau succès. Sa fibre d'inventeur l'amène à concevoir de nouveaux modèles. En 1899, il achève un fusil de chasse semi-automatique. L'homme est convaincu que sa nouvelle invention va révolutionner le monde de la chasse. En présentant son arme à son premier partenaire, Winchester, il s'attend naturellement à un accueil positif. Cette arme, il la propose immédiatement à M. Bennett, le patron de Winchester. Mais ce dernier ne répond pas tout de suite à Browning. Il lui dit « j'ai besoin d'un délai de réflexion ». Et en fait, ce délai va durer 2 ans. Et au terme de 2 ans, John Moses Browning se sent un petit peu méprisé, vexé, un peu humilié également. Donc il est fâché. Et là, il lui reste 2 solutions. Il ne veut plus travailler avec Winchester. L'inventeur est déçu. Cette attente interminable l'amène à prendre contact avec Remington, le plus ancien fabricant d'armes des États-Unis. Il a rendez-vous en janvier de 1902 avec le PDG de Remington. Ce dernier meurt d'une crise cardiaque. Donc John Moses Browning n'a plus qu'une solution, proposer son arme à la FN. John Browning se rend pour la première fois en Europe et présente à la FN Herstal ce nouveau modèle, le futur Auto 5. Mais il ignore si l'usine belge pourra le produire. C'est une usine qui est superbement équipée sur le plan technique et qu'une des grandes caractéristiques de Browning, c'est de créer des armes simples, mais qui sont justiciables d'une fabrication mécanique moderne et pas une fabrication purement artisanale, comme il y en avait encore beaucoup à l'époque. L'accueil de la FN Herstal est bien plus enthousiaste que la première tentative chez Winchester. Le groupe belge accepte de fabriquer le nouvel Auto 5 en échange d'un contrat d'exclusivité sur sa production. Ça a été la révolution de l'association entre Browning et la FN.
Le lancement commercial de l'Auto 5 est une réussite. 50 000 exemplaires commandés par John Browning pour le marché américain s'écoulent en moins d'1 an. C'était devenu une arme qui était quand même plus ou moins accessible à tout le monde. Donc ça a permis aussi aux chasseurs moins nantis de pouvoir acquérir une arme de très très bonne qualité. Pour asseoir leur collaboration, l'inventeur offre à la FN le droit d'utiliser son nom comme marque déposée. Browning est désormais un acteur qui compte sur le continent européen. Son fusil semi-automatique se taille une vraie réputation. En 1912, l'usine d'Herstal en a déjà produit 1 million. 2 ans plus tard, un terrible événement va déclencher le début de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo. Après plusieurs tentatives le même jour d'ailleurs, notamment par le lancer d'une bombe pour les tuer, il se fait tuer par un jeune étudiant qui utilisait des pistolets semi-automatiques modèle 1910 de Browning, qui à l'époque était extrêmement répandu et qu'on pouvait acheter à peu près n'importe où. L'armée allemande viole la neutralité belge et envahit le territoire du royaume. À Herstal, pas question pour la direction de mettre l'outil au service de l'occupant. La fabrique nationale est toutefois transformée en hôpital dédié aux soldats du Kaiser. Mais une partie du personnel a été déplacée en Angleterre, donc juste avant que les Allemands n'arrivent à Liège. Et ces ouvriers, ces armuriers spécialisés vont continuer à fabriquer en Angleterre, dans des usines anglaises, les fusils de remplacement pour l'armée belge, ou une partie des fusils de remplacement pour l'armée belge. C'est donc une arme Browning qui a déclenché le conflit. Mais d'autres modèles de la même marque vont équiper les Alliés pour mettre fin à cette boucherie. Lorsqu'elle entre enfin en guerre en 1917, l'Amérique peut compter sur l'inventivité de John Browning. Browning se met au service littéralement de son gouvernement à un point tel qu'il demande des royalties très modérées au gouvernement américain, sachant que les gars sont dans les tranchées en Europe et qu'ils ont besoin de cet armement-là. Après la guerre, la fabrique nationale passe entièrement sous le contrôle de la Société Générale de Belgique. Installée à proximité du Palais Royal et du Parlement, cette institution contrôle à l'époque des pans entiers de l'économie belge. La Société Générale de Belgique, à l'époque, est un acteur fondamental de la vie économique belge. C'est un holding de participation qui a des activités multiples qui vont de la banque à l'énergie, en passant par l'armement. Les années d'après-guerre sont difficiles pour la FN. Les politiques protectionnistes et l'instabilité monétaire fragilisent ses exportations. Heureusement, John Browning a gardé toute sa créativité. Dans son atelier, il prépare son ultime invention, le B-25, un fusil à canon superposé. À cette époque, les armes de chasse sur le sol européen sont des fusils juxtaposés, donc avec les 2 canons l'un à côté de l'autre. Le B-25 est une arme superposée. C'est moins courant. Le B-25 présente l'avantage d'avoir une prise de visée plus facile par rapport à un juxtaposé. C'est une arme totalement nouvelle, qui va lui poser d'ailleurs beaucoup de problèmes au niveau de la conception, au niveau de la fabrication. En 1925, John Browning est de retour à Herstal. Il partage avec son fils Val Allen les plans et sa vision de son dernier prototype. Son fils ne sait pas encore qu'il aura la charge de terminer le premier fusil à canon superposé de l'histoire des armes de chasse et de tir. Le B-25 sera le fruit des efforts combinés du père et du fils. Quelques mois plus tard, en effet, l'inventeur meurt d'une crise cardiaque alors qu'il visitait les ateliers. On le surnommait le maître, l'Imès en wallon, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'était un monsieur austère, mais bienveillant vis-à-vis des gens, allant tous les jours visiter les ateliers pour expliquer comment on pouvait perfectionner ce qu'il avait imaginé, écoutant aussi, étant très réceptif aux suggestions qu'on pouvait lui faire, parce que son but était pratique. Durant 3 jours, sa dépouille est exposée dans une chapelle ardente aménagée dans la salle du conseil d'administration de la Fabrique nationale. La tristesse plane sur Herstal, qui pleure le départ du génie.
Son fils, Val Allen, prend la succession de l'entreprise familiale. Ingénieur de formation, il a servi d'instructeur pour le fusil mitrailleur développé par son père. À partir de 1920, il est un des directeurs de production de l'usine. Et donc, il vit en permanence à Liège. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnalités. C'était une personne d'ailleurs extrêmement affable, joviale, mais très sérieuse, pas du tout désinvolte. La preuve, c'est qu'il a géré son entreprise pendant longtemps. Val Allen a la tâche de terminer le B-25, la dernière invention de son père. Sa conception est complexe et il faut attendre 1930 pour que l'arme soit totalement opérationnelle. Ce modèle propulse FNR Stahl vers le segment haut de gamme. C'est lui qui, petit à petit, va faire passer les armes Browning de fiables, fonctionnelles, solides, robustes, ce qu'elles sont toujours, à des armes dotées des mêmes qualités, mais avec en plus une élégance, un raffinement et tout ce que recherche un amoureux des armes fines. De 1930 à 1980, 500 000 exemplaires sont produits. La dernière arme du génie John Browning devient un mythe. Il est d'une solidité remarquable. Personnellement, j'utilise un B-25 depuis, je vais dire, 50 ans. C'est vraiment l'arme par excellence qu'on peut transmettre à ses enfants, qui peut passer de génération en génération. C'est une arme qui vaut de l'argent, qui ne perd pas de valeur, donc c'est vraiment un bel héritage. À l'image de John Moses Browning, les armes produites par la Fabrique nationale sont donc fiables et solides. Mais le savoir-faire liégeois en matière d'armurerie ne s'arrête pas là. Depuis le XVIe siècle, les artisans marient le bon et le beau dans l'une des plus authentiques traditions artisanales de la région, la gravure sur armes. En 1926, un atelier de gravure est ouvert dans les locaux de FNR Stahl. L'atelier démarre avec moins de 10 artisans. Dans les années 70, ils sont plus de 180 à transformer des armes civiles en bijoux artistiques. Je dirais c'est un petit peu la spécificité des armes Browning, c'est qu'on y retrouve encore beaucoup d'artisanat, beaucoup d'ajustage fait à la main. Des gravures plus soignées, des bois mieux sélectionnés. Au travers du B-25, les dirigeants de la Fabrique nationale pérennisent donc la tradition et le savoir-faire armurier liégeois. 1940 marque le début du deuxième conflit mondial. La Belgique est envahie par l'ennemi nazi. À Herstal, l'histoire se répète. Beaucoup de membres du personnel normal, habituels, quittent l'entreprise parce qu'ils ne veulent pas travailler pour les occupants. Donc les Allemands maintenant ont essayé à l'AFN de fabriquer certaines armes de brevet Browning sous leur propre responsabilité, je pense notamment aux pistolets, mais beaucoup de ces armes ont été sabotées par le personnel. Lorsque la guerre éclate, Val Allen Browning est loin des champs de bataille. Il supervise les activités de l'entreprise familiale depuis son fief à Ogden, dans l'Utah. Les relations entre Browning et Herstal cessent à ce moment-là, puisque fin 1941, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne suite à l'attaque de Pearl Harbor. Donc, que se passe-t-il? Browning fait fabriquer ses armes par des entreprises essentiellement américaines. En septembre 1944, les troupes américaines libèrent Liège. Le pays tout entier pense alors ses plaies. Durant les mois qui suivent le retrait de l'armée allemande, la ville souffre d'importants bombardements de représailles. Lors de ces attaques, la FN subit de lourds dégâts. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est exsangue, mais fort heureusement, une partie de l'usine FN peut continuer à produire. Après la guerre, les relations reprennent entre la Fabrique nationale et la famille Browning. Celle-ci se rend régulièrement en Belgique. FNR Stahl est encore fragilisé par les années de guerre. Les commandes venant des États-Unis sont donc les bienvenues. Comme Browning est une marque américaine pour les Américains, de facto, le marché s'ouvre aux armes Browning. Et c'est un petit peu là que la FN, que Browning va trouver son échappatoire dans le marché américain, qui va absorber les quantités produites à Herstal qui auraient eu du mal à être vendues en Europe. Pendant la seconde moitié du XXe siècle, l'Europe s'urbanise. Les villes s'agrandissent et les espaces ruraux perdent du terrain. Conséquence,
les chasseurs vont s'attaquer à des proies différentes. Petit à petit, les populations de petits gibiers diminuent et à l'inverse, celles de grands gibiers augmentent. On assiste à un chamboulement un petit peu de la chasse européenne vers le grand gibier. Les lapins, les faisans et les perdrix avaient pris l'habitude de vivre dans les grands champs de culture agricole. Ils se font désormais plus rares. Le grand gibier, par contre, trouve dans ces espaces une nourriture abondante et un refuge tout à fait propice à sa tranquillité. Les grandes cultures de céréales, de colza, de maïs, les cultures intermédiaires de moutarde sont des cultures de plantes hautes. Elles permettent au gibier de se réfugier et d'avoir une tranquillité exceptionnelle. L'abondance des ressources alimentaires et les hivers plus cléments permettent aux sangliers, aux cerfs ou encore aux chevreuils de se reproduire sans trop de difficultés. Au fil des ans, le rôle du chasseur évolue donc pour s'adapter à cette augmentation du grand gibier. Il faut gérer les populations qui posent des problèmes sérieux, principalement à l'agriculture, mais également à la sylviculture, aux forêts. La battue est le mode de chasse sur grand gibier le plus répandu en Europe. Le principe est simple. Des traqueurs rabattent le grand gibier vers une zone où sont postés des tireurs. Bruce Warren Browning, petit-fils de l'inventeur, tente de répondre à cette tendance. Sa plus grande invention, c'est le fusil Barr, le Browning Automatic Rifle. Beaucoup, à l'époque de sa sortie, ne croyaient pas de la capacité de Bruce Warren, de développer une arme destinée au grand gibier, donc une arme robuste, puissante, mais qui allie la facilité d'utilisation, la légèreté, la précision et l'automaticité. L'intérêt de cette carabine-là en battue, c'est que comme le gibier passe en courant, il passe vite et donc il faut pouvoir des fois doubler son coup, voire tripler son coup pour être sûr de pouvoir arrêter l'animal. Cette nouvelle carabine est un hommage à l'arme inventée par son grand-père John Moses à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais cette fois, son usage n'est pas militaire. À l'époque, les armes habituellement utilisées sont des express, donc des carabines à deux coups, coûteuses. Le modèle est immédiatement adopté par les chasseurs européens coutumiers du tir en battue, notamment le sud de la France, l'Espagne, l'Italie ou encore le Portugal. De ce point de vue-là, c'est presque un succès inattendu et ça conduira, en tout cas, la barre à être vendue à plus d'1 million d'exemplaires et c'est une carabine qui est toujours fabriquée aujourd'hui. En 1960, la Belgique est touchée par un mouvement de grève sans précédent. Des manifestations organisées par le syndicat socialiste paralysent l'économie wallonne. Les affrontements entre protestataires et agents de police sont particulièrement violents. Ils provoquent la mort de 4 personnes. Depuis les États-Unis, la famille Browning observe ces événements avec préoccupation. John Val Browning décide, par prudence je pense, de ne plus avoir la FN comme seul producteur. Et donc il se tourne vers une société japonaise, Miroku, pour multiplier les sources d'approvisionnement par 2. Il faut dire qu'à l'époque, la main-d'œuvre belge est plus chère que la main-d'œuvre japonaise. Il y a une expertise au Japon qui est indéniable. Le souhait de la famille Browning de s'ouvrir à d'autres partenaires contraste sensiblement avec les accords d'exclusivité conclus entre l'inventeur américain et FN Herstal au début du XXe siècle. Mais peut-être aussi est-ce dans son chef l'idée d'exercer une pression psychologique sur son fournisseur traditionnel pour qu'il fasse un effort de réduction des prix, de meilleure industrialisation des produits. À Herstal, la direction s'inquiète de l'alliance entre Browning et ce partenaire japonais. La fabrique nationale voit son avenir directement menacé. Si la famille Browning décide de ne plus travailler avec la FN, c'est tout le marché américain de la chasse qui lui fermerait ses portes. Au niveau mondial, cela représente 6 clients sur 10. Quand Browning vient placer ses commandes annuelles, c'est tout juste si on ne déroule pas les tapis rouges, parce que c'est le plus gros client au monde en matière d'armes de chasse. Mais à la fin des années 70, une opportunité inattendue va se présenter au groupe wallon. L'entreprise familiale Browning se porte mal. Browning se trouve en difficulté financière. Il a des mêlées juridiques par ailleurs avec le gouvernement américain.
et il se trouve en position de faiblesse. L'AFN n'a aucun intérêt à voir son partenaire américain affaibli, car il ne faudrait pas que Browning passe sous le contrôle d'un rival. La mise en vente est inévitable. En 1977, la Fabrique nationale se porte candidate au rachat. Herstal, craignant qu'un concurrent ne mette la main sur Browning et par conséquent ne lui enlève un débouché vital, rachète bel et bien Browning aux États-Unis. Que nous rachetons les actions qui sont cotées sur le marché américain sans tractation préalable. Il n'y a pas eu un accord avec la famille pour négocier le prix ou la prise de contrôle. Donc, à l'époque, on l'a fait de façon directe sur le marché. Les Belges rachètent la société américaine pour 20 millions de dollars. Le 29 juillet 1977, FN Herstal est officiellement propriétaire de la marque légendaire. Ce rachat scelle définitivement la relation qui lie l'AFN à Browning depuis 80 ans. Il y a eu un retournement de situation en quelque sorte. L'AFN, qui était largement dépendante des commandes de Browning pendant des décennies, et voilà brusquement que Browning tombe dans l'escarcelle de l'AFN. C'était tout à fait naturel. L'AFN était intéressée et la famille Browning l'était aussi. Pour faire simple, ils ont conclu un accord et le reste appartient à l'histoire. Les Belges décident de maintenir une partie de la production au Japon, non plus en concurrence avec Herstal, mais en sous-traitance. Aujourd'hui, l'AFN commande, produit et distribue elle-même ses armes. Elle a le contrôle total sur Browning. Un symbole qui va se décliner au travers de nombreux articles de sport. Et là, la marque, durant les années 70-80, va produire des raquettes de tennis, des planches à voile, des cannes à pêche, des clubs de golf. On est un petit peu dans une diversification à tout crin. Browning, pour les battants. Petit à petit, toutes ces activités connexes vont être arrêtées et on va revenir au cœur de métier qui est la fabrication d'armes. Tout sourit à l'AFN. Et dans les années 80, une deuxième opportunité se présente sur le marché américain. Il s'agit de Winchester. Cette marque mythique qui a accompagné l'histoire des États-Unis depuis l'époque du Far West. C'est aussi Winchester qui fut le premier partenaire de John Browning à la fin du 19e siècle. Donc John Moss va créer une Winchester 90, 92, 93 et la fameuse 94. C'est une carabine à levier de sous-garde, c'est la carabine du Far West, celle qu'on a tous en tête. C'était l'arme préférée de Buffalo Bill. C'est l'arme que l'on voit dans les mains de John Wayne dans tous les bons westerns. Mais l'entreprise américaine a vu sa santé financière se dégrader. Ses coûts de production sont élevés. Conséquence, ces modèles emblématiques deviennent trop chers par rapport à la concurrence. Voyant Winchester se rapprocher de la faillite, FN Herstal sort son chéquier et rachète la division armes de la compagnie. J'aurais tendance à dire c'est un peu le coup du siècle. Puisque vous avez, par cette opération, une consolidation très importante. Au niveau mondial, moi, je dirais il y a 5 marques qui dominent le marché et Browning et Winchester sont 2 de ces 5 marques. FN Herstal est désormais un acteur de poids sur la scène mondiale. Mais le groupe belge doit donner un nouveau souffle à Winchester sans faire de l'ombre à Browning. 2 produits qui ne sont pas concurrents, qui permettent à chacun de coexister, avec Browning dans le haut de gamme et Winchester dans le moyen de gamme. Mais l'absorption de Winchester est loin d'être aussi simple que le rachat de Browning réalisé 10 ans plus tôt. La marque a perdu beaucoup de parts de marché et son outil industriel n'est plus adapté. Ça, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que cette opération nécessitait de gros investissements, de grosses dépenses. Il fallait reconstruire une usine. D'abord, fermer l'usine existante à New Haven et en reconstruire une à 2 km de là. Donc ça a coûté beaucoup d'argent. Des problèmes qui s'ajoutent à un mauvais timing. Dans les années 90, les marchés militaires connaissent d'importantes difficultés. Aujourd'hui, les problèmes font partie du passé. Winchester sponsorise les grands sportifs, comme le tireur belge Lionel Cox, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Depuis les débuts,
L'inventivité du fondateur Browning est la force des produits de l'entreprise. Mais comment innover sans trahir l'héritage du génie? En 2003, le groupe tente l'expérience et lance le Synergy, une arme qui ne s'inspire d'aucun modèle créé précédemment. Le nouveau fusil à canon superposé est l'antithèse du mythique B-25. C'est ce qui a fait son sex appeal, son attractivité. Hein. Elle connaît d'ailleurs un grand succès chez les jeunes. Pourtant, elle perturbe les chasseurs traditionnels. Son look décoiffant surprend les amateurs d'armes Browning. L'esthétique n'a pas vraiment accroché. Faire de l'innovation, c'est vraiment quelque chose de assez difficile, assez rare dans l'armurerie. Le Synergy nécessite des améliorations pour arriver au niveau d'excellence des autres modèles. Après une batterie importante de tests, une version perfectionnée du Synergy est introduite chez les armuriers. L'honneur est sauf. Cet épisode ne décourage pas le groupe liégeois dans sa stratégie d'innovation. En 2013, une nouvelle carabine, la Maral, est révélée au public. Cette fois, le succès est immédiat. C'est une arme qui a vraiment du charme et l'ergonomie est très bien pensée. Donc c'est vraiment une arme instinctivement facile à prendre en main. Quand on tire, ça déverrouille, ça éjecte. Quand on repousse, ça recharge et ça verrouille. Donc il y a un gain de temps. Les chasseurs se sentent plus à l'aise avec ces armes-là quand il s'agit de tirer 1 balle, 2 balles, 3 balles de suite. C'est plus rapide, c'est aussi plus simple. Cette évidence dans le design de la Maral est à l'image de l'esprit de son inventeur, John Moses Browning. Il a donné un produit de qualité aux clients. Et c'était quelque chose dont ils avaient besoin, mais ils ne le savaient pas encore. Et ils l'ont adoré. Plus de 100 ans après sa création, l'entreprise Browning ne manifeste aucun signe de fatigue. Elle a su gagner le cœur des chasseurs. Pour la plupart des chasseurs, la plupart des tireurs, posséder un Browning, c'est posséder le top de l'arme de chasse de grande qualité et de haut niveau. Le groupe Browning a pourtant dû affronter des événements qui auraient pu le conduire à sa perte. Complètement intégré dans le groupe FN Herstal, lui-même détenu par la région wallonne, il dispose aujourd'hui des ressources financières suffisantes pour assurer son avenir. On constate aussi que non seulement l'entreprise a encore une très bonne trésorerie, elle a investi en recherche et développement, ce qui est indispensable dans ce secteur technologique tel que l'armement. Et alors, dernier élément, on voit que l'entreprise va bien et qu'elle continue à croître par acquisition. L'histoire nous rappelle également que derrière le succès mondial d'une marque, il y a le génie et la vision d'hommes et de femmes totalement dévoués à leur travail. John Browning avait une longueur d'avance sur ses contemporains. Ses inventions ont réussi à traverser le temps. Beaucoup d'armes à feu qu'il a inventées sont toujours en production, toujours dans notre ligne. Et certains produits qu'il a aussi inventés, il les a vendus à d'autres compagnies qui les fabriquent encore aujourd'hui. Entre l'héritage américain de Browning et le savoir-faire liégeois de l'AFN, l'histoire d'amour n'est pas prête de s'arrêter.